Il y a beaucoup de place devant, gênez-vous pas, c'est vraiment très confortable. Je pense même que c'est meilleur. Alors, bonjour, je suis Liette Bouchard, directrice générale adjointe de la DISC. Alors, très heureux de vous accueillir à ce rendez-vous de la DISC, des rencontres à l'année en collaboration avec Rideau. Merci Rideau de l'accueil. Nous allons avoir une activité qui va se dérouler en 2 temps. La première partie, nous aurons une présentation de M. Aaron Nayer de Songkick, une quinzaine de minutes, 5 minutes de questions. Et après, on enchaîne avec le panel sur l'art de la persuasion, qui sera animé, ce panel, par Stéphanie Vandelac de Consortium. Alors, évidemment, les traductions simultanées, si vous avez besoin, si vous n'avez pas pris déjà votre petit moniteur, à l'arrière ici, les gens vont vous aider. Bien sûr, j'aimerais vous rappeler de fermer vos cellulaires. Il y aura un petit sondage aussi que Rideau me demande de vous dire. Il y a un petit sondage qui va être envoyé par l'équipe de Rideau le 22 février prochain. Alors, on vous invite à le remplir. Et bien sûr, un merci tout particulier à la SODEC et au gouvernement du Canada qui nous soutient donc dans nos rendez-vous de la DISC, dans nos rencontres à l'année. Alors, sur ce, j'accueille M. Aaron Nayer. Merci. Et je vous laisse avec notre conférencier. Merci. Hi, everyone. Good morning. My name is Aaron. I'm very excited to be here today to talk to you about Songkick. My role at Songkick specifically is that I run marketing for the company and the brand. So, for anyone who's not familiar with what Songkick is, we have a really simple value proposition for our fans. Essentially, when someone joins, it's a mobile app or a website experience, and when someone signs up, they tell us what artists that they love. They can connect their Spotify account, they can connect their Facebook pages, and they also tell us where they live. And the way that the Songkick app works is we send you hyper-personalized notifications whenever an artist that you love is coming to your town. And everyone at Songkick are truly music lovers. We love music and we love the live music experience. So much so that our brand's mission statement is bringing the magic of live music to fans everywhere. What does this mean? We believe in the power of live music. We think it's an incredible, magical experience. And our mission as a brand and as a product is to make sure that as many fans around the world who love live music can go to as many concerts as possible. That said, we're not naive. We know that in today's landscape, the process from a fan's perspective of buying a ticket can sometimes be complicated. What we mean by that is it's a pretty fragmented marketplace online. There's a lot of competing messages between social media, between email news lists. It sometimes, as a fan, can be complicated to understand, well, when exactly and where can I go to buy a ticket? In the US, where I'm from, it's an incredibly confusing landscape because there could be 4 or 5 pre-sales going on at once. So from a fan's perspective, sometimes they don't know where to go. And when they do know where to go, another challenge is the fact that you can rush in and there is a lot of demand for a pre-sale or an on-sale. And then after the fan waits in line online and gets in, they aren't able to buy tickets. So, because of these pain points, we try to keep a really simple user experience that makes it as easy as possible for fans to know about tickets. So, number one, the user experience. The way that Songkick works is there's a few simple messages that go out. So at the point of announce, the day when a concert hits our system, if you track that artist and you live within a radius of where the concert's going to happen, you receive an on sale now alert. That can be an email notification or it can be a mobile push notification, depending on your personal preferences and settings. And then if you RSVP to the event on Songkick, this basically tells us, okay, this fan is interested in going to this concert, or maybe they plan to go. Once they do that, we send a reminder notification a few weeks before the day of the show. Just checking in and being like, hey, if you haven't got your tickets yet and they're still available, make sure to buy them. If not, and you already have your tickets, hope you have a great time at the show. And then the very last notification that we send, if you RSVP, is the morning after the concert. We check in, we ask you how it was, and we want to know if maybe you could leave a review about your experience, about how the band was on our website for the rest of our community to see. And the way that we collect and share concert links and ticket information is a few different ways. We have affiliate partnership relationships with a lot of ticketing companies across the world. We also have technology that helps ingest concert feeds from across the web. And then thirdly, we enable artists and their teams to manually put dates on our platform. So it could be the record label, it could be the artist teams themselves, it could be the manager, et cetera.
And then lastly, we also have a UGC component. So what this means is that fans, if there's a concert that they know about and they notice that it's not available on our platform, they can go on Songkick themselves and submit that link. So the artist experience. So from an artist perspective, Songkick has a few different tools that are designed to allow the artist to do custom marketing and also to gain data and insights about their live music fans. We also have a lot of tools called an artist widget. So from a small artist all the way up to a mega superstar like Dua Lipa. The way this works is if all of your concert dates as an artist are on Songkick, you can take our code and embed it on your website so it's one seamless experience. We also, as I mentioned, provide a lot of data about fans for artists. So in the Tourbox platform, you can see how many fans you have per market. You can see if there are any trending markets or cities where all of a sudden you're getting a lot more demand. You can see how many notifications we're sending on your behalf, how many fans are viewing your events, and then how many fans on Songkick are clicking through on a ticket link. Now, the third way that we work on our mission at Songkick is through the magic of live experiences. So we ourselves and everybody that works at Songkick love live music. We go to concerts almost every night. And really, we know what it's like to be a super dedicated fan and how cool it can be when you get crafted experience with the artist. So we have a few custom programs that are launched in New York, and Paris and London with plans to expand globally over the next year. And the way these programs work, they're called Songkick Live. So we invite artists of all sizes, some small and developing, some very large, to come into our offices and perform a very intimate, stripped-down live set for 100 of their biggest fans. So we use our concert data to understand who some of the artists' biggest fans are in the city where the show's happening. And then we invite them for free to come see the artist perform, have some food, have some drinks, and then they also have an opportunity to have a conversation with the artist. There's a Q&A session where they can ask questions. We've launched a few other programs in line with this approach. This is a video series called Songkick Reflections. And again, what we do is we partner with artists and help them identify fans who have been seeing them a lot over the years. Sometimes we find fans that were at an artist's first show. So in the example of the indie group Alt-J, we were able to identify that there was a fan that saw their first New York City show ever to a room full of just 30 fans. And we saw that she also proceeded to go see Alt-J live many times throughout the years. So we had a conversation with her and sat her down with the artist, and the two of them talked about the artist's career and what it was like being there in the early days versus now from the perspective of a fan and the artist themselves. And then the other custom program that we do from time to time with artists is we use our data to help them make fun concert announcements. So when the indie group, the XX, came back from a hiatus a few years ago, we used our data to identify some of their biggest live music fans and mailed those fans actual physical tickets, which was how the tour was announced. Fans posted photos of what they received in the mail on social media. And then as you can see, Pitchfork and other music editorial outlets picked up the news and helped share it for the band. So, the impact of Songkick. Just to give you guys a quick sense of our scale and who's using our platform, currently we have about 150 million global music lovers from around the world visiting our app and our website every year. We have close to 6 million concerts and festivals listed on Songkick for fans to consume and find out about. We spend a lot of time on search engine optimization to make sure that fans, when they're looking for concerts, that we're showing up high in Google and Bing and Yahoo search results. We drive tens of millions of ticket links to venue sites and primary ticketing platforms. And we also have a little more than 150,000 artists and their teams currently using the Tourbox platform. In terms of the user itself, as I'm sure you can imagine, these fans are rabid live music fans. But what we think is particularly interesting about them is we've done a lot of audits and studies to learn that most of the fans that track an artist on the Songkick platform are unique to that platform. And what that means is they aren't necessarily liking the Facebook page of the artist. They aren't necessarily on the artist's mailing list. And they might not be visiting the artist's website either. So to us, what it says is that we have a pretty
passionate, unique group of live music fans that an artist might not necessarily be reaching through traditional channels. And basically, how do we know, besides the numbers, that we feel like we're delivering on our mission? Well, this is just a quick example that we're very fortunate to get many times a day. Fans write us all the time and say, as an example, thanks to Songkick, I now go to 2 to 3 shows a month. Songkick has all my favorite small venues around Los Angeles where I live, and basically has information about all bands, big and soon to be big. So this is some of the best feedback our brand and company can receive. This tells us that we actually are making a difference and making sure that fans are finding out and going to more concerts around the world. Now, I know I've talked a lot about global stats, just to kind of give some quick perspective about what this means to Canada and Quebec more specifically. Currently, Canada as a country is the #3 most trafficked country on Songkick.com. And for Quebec specifically, we have about 1 million users a year coming to Songkick.com to view Quebec-specific concert information. And then from there, just thought this would be helpful for you to know, out of all the Canadian users that are signed up for our platform, about 20% of them specifically live here in Quebec. So, I've told you guys a lot of the programs that we do, but what I'm sure you're probably most interested in is what is Songkick doing right now to actually help promote the local concert industry and help make sure more fans know about your concerts. So there's a few very specific things that we do. The first one is we have what we call discovery tools for fans. And what this looks like is once you're signed up for Songkick, you can search by date and by territory. So we basically have a running tally of all the upcoming Quebec concerts that fans can go in and browse and look around in. But then we get way more tailored with our recommendations. So once we understand your taste and what kind of music that you like, we have a recommendation engine that basically says, okay, these are the artists that you track, and here are when they are playing in Quebec, but also here are some concerts that are really popular in Quebec that you should consider maybe buying tickets for. Here are some concerts that your friends are going to, and then here are some concerts in Quebec based off of artists that maybe you haven't heard of, but maybe you'll enjoy based off the other artists that you like. And again, just to kind of recap, whenever a concert date in Quebec is live in our platform, every fan that tracks that artist that lives in the Quebec area receives these announcements. So they get an email and mobile push saying, hey, this show's announced. Tickets might be available, so click here for more information. Then if they RSVP a few weeks before the show, they get a reminder email that says, hey, if you haven't gotten your tickets yet and you're still interested, make sure to click here and get your tickets. And then, as I mentioned earlier, we do the reminder check-in. We want to make sure that the fans are having fun at the concerts, so we send an email the morning after the show reminding them, or basically asking them for feedback. How was it? Can you tell the rest of our community? As I mentioned earlier, we also spend a lot of time on SEO. So if a fan is looking to find out how to get tickets, or if a specific artist that they love is playing in their local area, 9 times out of 10, we're going to show up very high, as you can see here, in the Google search rankings, sometimes higher than the artist's website themselves. And then one other very important way that we're helping spread awareness for your concerts is we have official data partnerships with some of the biggest streaming services in the world. So we have a partnership with Spotify and Shazam and Bandcamp and a series of other streaming services. And essentially what this means is Spotify, as an example, ingests our concert listings data and then publishes it across their mobile app and their desktop app. So if I was a fan of Jeffrey here listening to his music and I live in Quebec, I can see here that, oh, Jeffrey actually has a concert on March 9th. I'm curious, I'm gonna find out tickets. So they click on the Find Tickets button, and then that takes them back to Songkick where they can find all the information. One tip, this is not publicly available, just for friends in the room here. If you notice that one of your concerts is either listed incorrectly on the Songkick platform, or if for some reason it just isn't live and you'd like to make sure that it is on our platform, this is the email address. This is the magic email. No one else has this. You can send an email to listings@songkick.com with your request, and our team of customer support will get right back to you and make sure that they can update the event for you.
And then a few other additional opportunities. We just recently, a few weeks ago, rolled out a programmatic advertising opportunity on the platform. So what this means is you now can take advantage of our 150 million unique scale and run display advertising campaigns for concerts on our website. And of course, you can geo-target to any Canadian city that you would like. And so in terms of what's next in our pipeline, we're going to be continuing to develop a lot more promotional features for fans and for artists and their teams. Territory localization. Right now, all of Songkick is in English, which we know, of course, is not ideal. So we have plans over the next year to localize language and make sure that our fans globally around the world have more opportunities to find out concert information in their local language. And that is it. That is what I came to share with you. I hope you enjoyed it. We have, I believe, about 5 minutes or so for questions, so happy to answer anything you might be more curious to find out about. Oh, I think we're going to come to you with the microphone. Can you speak to other platforms? If someone put their shows on there, can it speak to, because we were just at another presentation of Events Finder or something like that. So can the shows be linked to other platforms that sell tickets, or not necessarily sell tickets, but just announce the shows that are coming? Sure. So hopefully I understand the question correctly, but if so, right now there's really no limit to how many different ticket links and companies can be listed on a concert page on Songkick. In the UK, where our company's based, it's actually not uncommon to have 7 or 8 different links and partners on a page. So yes, absolutely, like you're not limited to just one primary place. You can link out to anywhere that a fan is able to buy a ticket. Hi, I would just like to know how many followers follow the platform in Canada and mostly in Quebec. Sure. So from a traffic perspective, we get about 1 million people in Canada visiting our website a year. I'm sorry? How many clicks to internal links? So after the visits, there's a few 100,000 Canadian users. And then from there, in Quebec specifically, there is about 120,000 Quebec fans that are signed up to the platform that are actively using it. You're welcome. Hi, my name is José. I'm from Gaspé. It's in the end of the world at Quebec, at the east. I just linked to your platform. It's really nice. I see a lot of show in Quebec, and it's really good. I was asking, I tried to buy a ticket now, and I was wondering, how you say in English, les frais de service? Service charges? The feed, I see your link with lepointvente.com. Oh, I see. So we, Songkick ourselves don't have any inventory. So we are not the direct sellers. Okay. So we point off to either the venue or the primary venue, and then whatever the fees are from that standpoint is up to the vendor to decide. And I was, okay, so how you make money? Great question. So the 2 answers to that. So the second part to your question is that we do have affiliate relationships with some of the larger ticketing providers. So for example, Eventbrite and Ticketmaster Canada, we just started exploring relationships where we receive an affiliate fee if a purchase happens from someone that clicked on a Songkick link and then purchased. And then the second way is advertising. So we now have display advertising capabilities across the full website, and that's where we get additional revenue as well. Okay, thank you. Thank you. Welcome. Ça sera probably our last question. About your advertising, is it country specific, or is the advertising
the same in France, Canada, the United States that appears on your on the screen? Sure. So the advertising can be geo-targeted. So if you run a display banner ad on the site, you can set the actual marketplace that you want it to run in. So if you only want Quebec, if you want to do countrywide, that's no problem. We of course would not want. We know that would be a terrible user experience to have a global ad when it's only relevant to a specific market or country. So yes, you absolutely can tailor where it appears. Alors, so thank you very much, Aaron. Merci. Merci tout le Merci. monde. Thank you very much for your Thank time. you. Alors, j'inviterai maintenant notre panel à monter sur scène, panel qui sera animé, comme je le disais tout à l'heure, par Stéphanie Vandelac. L'orchestre joue pas quand on rentre en scène? De l'eau. Donc, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Stéphanie Vandelac, je travaille chez Consortium et se joignent à moi sur le panel aujourd'hui des collègues du domaine de la diffusion et des agents du spectacle et producteurs. Donc, côté diffusion, j'accueille Jean-Sylvain Bourdelet, directeur Bonjour. général et artistique du Centre des arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe. Julie Perron, directrice générale de Commotion, qui est diffuseur à Laval. Ainsi que Stéphanie Poitras, coordonnatrice à la programmation culturelle au service culturel de la ville de Val-d'Or. Et ensuite, du côté des agents producteurs, j'accueille Louis Carrière, président chez Prest, et Catherine Simard, présidente à la Maison Fauve. Donc, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. On va commencer avec le premier jeu, la chanson arrêtée. Non, sans blague. On a déjà jasé tous ensemble en amont de la présentation aujourd'hui. On a beaucoup de choses à vous dire, donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En fait, avant de parler de persuasion comme telle, je vais lancer la balle à mes collègues diffuseurs pour connaître c'est quoi les critères qu'ils ont en tête quand ils choisissent les éléments d'une programmation. Donc, avant même qu'un agent les appelle pour vendre un spectacle, j'aimerais savoir ce qu'il y a dans vos têtes comme critères de sélection, chacun dans vos marchés respectifs. Julie, je ne sais pas si tu veux commencer avec ça. Ben oui, pourquoi pas. Il y a tellement de choses. C'est pas une science exacte de faire une programmation. Ça dépend. Moi, je trouve qu'en premier lieu, ça dépend de la stratégie de programmation comme diffuseur. Qu'est-ce qu'on a envie de développer, puis comment on partage cette information-là aux agents. Fait que quand les agents nous appellent, bien, ils sont en mesure de voir vers quoi on se dirige. Ensuite de ça, qu'est-ce qui me persuade? Il y a tellement d'affaires. Le bon show dans la bonne salle. Est-ce que le show qui m'est proposé, il est cohérent finalement avec les salles qu'on a actuellement? Ça, c'est une autre affaire. Ensuite de ça, il y a toute la notoriété de l'artiste, puis ça dépend dans quel genre de show qu'on se dirige, mais on est loin de voir, y a-t-il juste la vente d'albums qui influence le choix de l'artiste? On n'est plus là, il y a tellement de plateformes à vérifier. Puis après ça, il y a le potentiel. On rentre dans l'analyse budgétaire pour voir ça nous mène où, tout ça. Il y a plein d'autres choses aussi, mais je vais laisser mes collègues bonifier ça. Donc, et juste pour faire un petit lien avec ton marché, toi, tu es très proche de Montréal. Jean-Sylvain qui est à Saint-Hyacinthe, qui est plus en périphérie, et Stéphanie qui est à Val-d'Or, que c'est une toute autre réalité. Donc, si je passe la balle à Jean-Sylvain, toi qui es un peu plus en périphérie des grands centres, est-ce que tes points rejoignent ceux de Julie ou ça diffère un peu? Tout à fait. Bien, il faut savoir qu'on est contraint de façon très... en fait, c'est pas contre nous, là, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur, ça fait partie de notre mission. Là. On parle souvent du TDMC, CHV. C'est quoi ça? Théâtre, danse, musique, chanson, cirque, humour et variété. Donc, c'est très important qu'on respecte ces paramètres-là dans notre établissement pour plein de raisons. Ça a un lien avec la mission qu'on a comme institution, donc comme diffuseur chez nous. Il faut savoir, si on prend un seul exemple, par exemple en chanson, bien, à l'intérieur de ces catégories-là, il y a des catégories de clientèle aussi. Donc, en plus de faire du théâtre, de la danse, de la musique, de la chanson, du cirque, du variété puis de l'humour, mais en chanson, bien, encore là, il y a des sous-catégories. Donc, c'est important de s'adresser autant à la clientèle qui aime Sweet People
que Charlotte Cardin, Matt Lubowski, Half Moon Run, le hip-hop. Donc, il faut toujours avoir ça en tête quand on programme. Il faut Voilà. couvrir large. Est-ce que cette mission-là, c'est aussi en lien, dans le fond, c'est une volonté personnelle d'avoir une programmation variée, mais il y a aussi tout l'enjeu des subventions. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Jean-Sylvain, à ce niveau-là? L'enjeu, naturellement, si on ne prenait pas de risque comme diffuseur, c'est certain qu'on serait pénalisé, en fait. Bon, il faut savoir, c'est un petit peu utopique, là, les subventions. Là, chez nous, ça représente 4 de nos revenus, 96 de revenus autonomes. Donc, c'est un peu un mythe là, que les diffuseurs sont sursubventionnés. Mais ça fait partie aussi de la mission pour laquelle le Centre des arts Juliette Lassonde a été bâti, mis sur pied, pour répondre à un besoin dans la communauté. Et je ne parle même pas du scolaire, qui est une grosse part de cette tarte-là. Là, à l'intérieur des disciplines que l'on représente, mais le développement scolaire chez nous est quand même une étape importante dans la programmation également. Excellent. Et toi, Stéphanie, de ton côté, comment sélectionnes-tu les spectacles? En fait, nous, on a quand même deux. Maintenant, on est deux à faire la sélection, donc on se sépare un peu les champs d'activité. Moi, je suis beaucoup plus dans les disciplines moins faciles, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Je te dirais que c'est vraiment, comme tout ce que mes collègues ont dit, on travaille de cette façon-là, mais nous, notre difficulté, je pense, supplémentaire, c'est que on n'est pas nécessairement en attente que l'agent veuille beaucoup nous pousser quelque chose, souvent dû à notre réalité territoriale. Nous, la persuasion, on a à la faire à l'agent de venir chez nous. Et ça arrive à certains moments, et on a aussi la persuasion des collègues, parce que ce serait utopique de penser qu'on va faire des one-shot deals à Val-d'Or. Au niveau des coûts, ça arrive à certains moments. Des fois, on est capable de prendre des ententes, mais on a un travail de concertation, en fait, régionale à faire. Donc, des fois, c'est moi qui dois convaincre un collègue de « Hey, qu'est-ce que t'en penses? On va-tu vers ça? » Des fois, c'est le collègue qui dit « Hey, j'aimerais ça que tu embarques avec moi sur celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? On s'en va-tu là? » Donc, il y a vraiment, pour moi, la persuasion, c'est oui, à certains moments, l'agent va essayer de nous présenter un projet qui tente de nous vendre ou de nous présenter puis qu'on adhère à ça. Mais dans notre cas, on a aussi vraiment l'autre côté. Donc, je pense que c'est une réalité qui résonne dans les diffuseurs de régions éloignées. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns ici, mais c'est ça. Bref, on a comme plusieurs facteurs à tenir en compte qui sont différents de ceux près de grandes métropoles. Ouais. Merci beaucoup. Et Catherine et Louis, quand vous entendez ces critères-là, est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà en tête? Est-ce qu'il y a des facteurs surprises ou est-ce que c'est vraiment votre quotidien? Vous saviez déjà que vous jongliez avec tous ces beaux éléments-là avec nos collègues ici présents. Je commencerai avec Louis, si tu veux y aller. Oui, mais en même temps, c'est bien de faire des fois des mises à jour, puisque nous, dans l'agence, on a autant des artistes établis, disons, puis beaucoup de développement aussi. On fait pas mal de développement dans différentes niches, donc, disons, pour accompagner ou en tout cas être persuasif avec le diffuseur, souvent les artistes établis, on va faire un peu une revue de l'actualité, ce qui se passe, puis les chiffres aussi. Ça a été quoi les billetteries les 2 dernières années, ou quelque chose comme ça, par rapport à une prochaine tournée. Puis de s'ajuster, puis de parler avec le diffuseur de c'est quoi qu'on va faire. Puis dans le développement, mais souvent, c'est de commencer avant même que le projet soit sorti, c'est-à-dire qu'il soit même, qu'il est encore en train de se développer sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes. Puis tu te dis, c'est un projet qu'on va travailler dans la prochaine année ou les 2-3 prochaines années, puis déjà de mettre les diffuseurs un peu à l'écoute de ces projets-là pour que quand c'est prêt ou quand on peut déjà développer, faire des premières parties ou pas. Des fois, il y a des artistes que ça arrive très vite, donc c'est de s'ajuster. Mais c'est ça, on travaille en amont, on va travailler d'avance des fois avec les diffuseurs pour préparer le terrain à ce qui s'en vient. Puis souvent, il y a des projets des fois qui tombent, ça arrive, puis il y a des projets qui tranquillement, qui prennent leur place. Puis là, le diffuseur, il va te suivre naturellement parce que c'est un peu, tu fais un peu un état de ton travail avec l'artiste que tu développes. Donc, voilà. Super, merci. Catherine, est-ce que tu as quelque chose à renchérir sur ce que Louis nous mentionne?
En effet, ce dont les diffuseurs ont parlé, c'est pas mal ces paramètres-là avec lesquels on travaille. Et puis, en effet, je pense qu'en tant qu'agent, on est assez conscient de l'équilibre à respecter chez le diffuseur, de la diversité. Je pense que... Puis, il y a quand même beaucoup d'offres, là, si je parle en chanson particulièrement, en ce moment, sur le marché québécois. Donc, je pense que moi, non seulement je suis agente, mais je suis productrice parce que j'aime vraiment ça, travailler dans le projet au cœur même, puis pour être capable de bien le vendre, d'avoir comme vraiment un contrôle sur le contenu du spectacle, sur la stratégie de l'opération, sur la mise en marché, etc. Et puis, je pense que de plus en plus, c'est important pour les agences aussi, c'est d'être sélectif vraiment dans les projets qu'on choisit, et puis de comment, par quel angle, qu'est-ce qui va les différencier, qu'est-ce qui va permettre qu'ils puissent être choisis, dans le fond, dans le lot d'offres sur le marché. Là. Est-ce que vous sentez, dans votre travail d'agent, par exemple, que c'est votre travail, justement, de faire une présélection artistique avec les projets avec lesquels que vous travaillez pour ensuite mieux les vendre, dans le sens où vous endossez les projets nécessairement avec lesquels vous travaillez quand vous les présentez aux diffuseurs? C'est un peu, est-ce que vous sentez qu'il y a une espèce d'étampe de gage de garantie quand vous les approchez? Oui et non. Il y a des projets que ça s'écoute bien, c'est bon, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, puis le live n'a pas encore été travaillé. Sur scène, des fois, tu n'as même pas fait de pré-prod, tu es au stade de la répète pratiquement, où il y a des chansons d'écrites, il y a des bonnes tunes, il y a du monde aussi des fois excité autour d'un projet, puis tu y portes attention, puis tu essaies de te dire comment que ça va sortir finalement ce projet-là. Puis des fois, tu as d'autres... nous, des fois, on est producteurs, mais aussi on travaille avec des producteurs. Donc, des fois, on a un des deux chapeaux, des fois les deux chapeaux. Puis oui, ça arrive qu'on se trompe, mais en même temps, tu sais, avant d'aller faire de la salle comme telle, avec un prix de billet, avec avec un travail de mise en marché, on va tester ou on va travailler le cœur du projet, ou en tout cas, on va peut-être, puis même des fois, juste quand on est juste agent, on va provoquer l'artiste ou la production pour dire quand ça va être le temps d'être en tournée, ça se passe différemment que dans votre local, et etc. T'sais. Oui, on va faire un travail, on n'a pas le choix, sinon on restera pas crédible, on ne pourra pas faire cette démarche-là auprès des diffuseurs. T'sais. Stéphanie, oui, mais en vas-y. fait, j'ai comme envie de rebondir parce que tu parlais du système de qualité, mais je pense que c'est beaucoup plus au niveau du diffuseur que nous, dans notre tête, on a... Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il y a tellement d'offres que, veux pas, il y a une partie, justement, d'instinct qui embarque, là, tu sais, surtout avec les artistes en développement, puis une partie de confiance, de la relation établie à long terme aussi avec l'agent. Il y a beaucoup d'agents, il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de spectacles, de catégories diverses. Je pense qu'à un moment donné, la relation de confiance avec l'agent, on n'est plus, je pense pas qu'on est à une époque où on regarde un peu avec méfiance l'agent arrivé qui veut vraiment nous vendre quelque chose, puis qu'on n'est pas capable d'avoir d'infos sur le projet, puis on ne sait pas trop ce qui va se passer. On est beaucoup plus à une ère, en tout cas je pense, là, de collaboration avec ces gens-là. Je veux dire, quand tu fais confiance à un agent, quand ça s'est bien passé, quand tu t'es senti soutenu dans ton travail par le travail de l'agence de spectacle aussi, au niveau de la promotion, au niveau de la suite des choses, après que la date soit mise dans le calendrier. Ce n'est pas un agent qui disparaît dans l'univers interstellaire, tu n'en entends plus jamais parler, ton spectacle passe, mais je pense que quand il y a un suivi, tu sais que tu peux faire confiance à cet agent-là. Donc, naturellement, quand il arrive avec un projet en développement, tu dis, OK, moi, je vais être game d'aller là, puis je vais être game de travailler ce projet-là avec cette personne-là parce que c'est no bullshit. Quand il m'arrive avec quelque chose, c'est vrai, les résultats sont sur la table, puis on va de l'avant. Après ça, reste à nous à travailler avec notre public, mais il y a clairement une relation de confiance qui se développe avec le temps. Puis ça se développe ou ça se développe pas. Oui, en effet, oui. On espère qu'elle se développe. Oui. Puis qu'on collabore tous ensemble. Je peux rebondir là-dessus parce que la notion de complicité est importante parce que ça t'amène à des fois recevoir un album avant tout le monde. Écoute ça, ça s'en vient, c'est bon. Tu sais, c'est comme ça, je trouve que tu bâtis ta confiance. Puis aussi, la confiance, ça se bâtit sur la connaissance mutuelle de qui on représente puis qui on veut diffuser. Parce qu'à un moment donné,
un agent sait, bon, ben le meilleur moment pour présenter ce show-là à Laval, c'est quand, tu sais, puis prend lead là-dessus. Nous aussi, on le prend, mais quand ça, on a assez développé notre relation pour se comprendre, mais ça vient plus fluide, là. Donc, je comprends qu'il y a une partie, si on veut, théorique, de simples statistiques, si on veut, de vente. Ça reste qu'on le regarde tous et chacun de notre côté de la médaille. Mais donc, la relation avec l'agent devient très importante dans une espèce de relation de complicité, de collaboration qui s'installe avec le temps. Assurément. Moi, je vais être cassé de partir un peu, là. En fait, je vais dire... en fait, on reçoit beaucoup d'offres, beaucoup d'offres. Puis c'est bien plate, là, puis je suis transparent. Moi, je ne réponds pas au téléphone pour tout le monde. On n'y arrive pas. Je réponds au téléphone pour à peu près 20 personnes en business. Après, bien, cruise-moi, tu sais. Professionnellement, là, organise-toi pour que je te fasse confiance, qu'on développe une relation. Ça va peut-être prendre 2, 3, 4 appels avant que je retourne ton appel. Puis c'est pas parce que je veux pas, parce que j'y arrive pas. C'est important de savoir que chez nous, on encourage des artistes, mais on encourage aussi des entreprises dans leur développement. Donc, développant plan de carrière de l'entreprise, mais plan de carrière des artistes qui sont joints à ça. Donc, les autoproductions, on a vu ça apparaître beaucoup dans l'industrie du disque. La déclinaison des ventes de disques a fait en sorte que beaucoup d'artistes sont autopromus maintenant. Ils investissent eux-mêmes. Historiquement, on les voyait aller chercher, producteurs de disques, maisons de disques, distributeurs et tout le tralala. Le modèle a changé. On voit ce modèle un peu se répliquer tout doucement, mais dans le spectacle. Chez nous, on se rend compte que c'est fragile. Donc, pourquoi? Mais le risque au niveau de la mise en marché n'est pas toujours là. On a besoin d'appui d'entreprises qui supportent ces artistes-là dans le développement. Alors ça, c'est quelque chose qui est important de savoir. Donc, si tu veux, à moyen terme, faire en sorte que tu puisses être diffusé chez nous à Saint-Hyacinthe, on va développer une relation qui peut prendre un petit peu de temps. Voilà. C'est pas une question de manque de volonté. Comme tu dis, c'est une question où il y a un maximum d'heures dans une journée, puis un maximum de téléphones qu'on peut prendre. Je comprends. Et puis, on a soulevé, ça fait 2 fois qu'on soulève un peu ce point-là que je trouve super intéressant de prendre une date, mais qu'il y ait un suivi après. Donc, j'ai l'impression aussi que c'est quelque chose qui est peut-être arrivé dans le passé, mais je sens que peut-être ça se passe moins, comme tu disais, Stéphanie. Mais donc, j'aimerais parler de l'importance des équipes, donc de travail. Vous en avez du côté de la diffusion. J'imagine que c'est important aussi quand vous choisissez un projet que donc vous sentez qu'il y a un plan, une planification et une équipe pour backer ce projet-là. Stéphanie, je ne sais pas si tu veux enchérir là-dessus. Oui. oui. Mais c'est sûr que c'est arrivé à tout le monde, là, des moins bonnes expériences puis de très bonnes expériences. Je pense que, en fait, c'est drôle parce que Julie, tantôt, disait, c'est-tu le bon moment pour envoyer cet artiste-là à Laval? Je pense qu'il y a aussi une part de faire confiance au diffuseur qui connaît aussi très bien son milieu, généralement, en tout cas. On essaie, en fait, je pense qu'un diffuseur, nous c'est particulier, puis il n'y en a pas énormément, on est une drôle de bébite, là, on est un diffuseur municipal, donc, puis, je veux dire, la ville de Val-d'Or, c'est 32 000 personnes, je connais pas tout le monde par son nom, mais tu sais, il n'est pas rare qu'à la salle, c'est comme « Salut Jean, salut Mathieu, salut », tu sais, il y a quand même quelque chose d'assez de proximité, donc on connaît assez bien la clientèle, on sait vers quoi on peut aller. Donc, le bon moment pour le présenter, c'est une chose, la bonne salle. Des fois, on va nous présenter un projet, puis non, mais pas ça dans ta petite salle, envoie dans la grande salle, ça va pogner, puis tu le sais. Tu le sais profondément que Val-d'Or, on n'est peut-être juste pas rendu là. Tu sais, on fait souvent des jokes là, qu'il y a une mode sur 2 qui traverse le parc. Là. Donc, mais c'est ça, tu sais, dans le sens où moi, je le sens, puis j'aime 100 fois mieux faire un sold-out à 225 places dans ma petite salle à géométrie variable, que les gens en parlent, que ce soit frapper le nez sur un manque de billets. Je comprends qu'au niveau financier, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais attends la prochaine fois. T'sais, ils vont s'en rappeler. Fait qu'il y a comme il y a un build-up aussi, je pense. T'sais, le bon artiste au bon moment, ben, c'est peut-être 80 places présentement son moment chez nous, mais peut-être qu'il est à 350 dans la région métropolitaine. Fait qu'il y a comme ça aussi. Là. Ouais. Puis, un petit point, excusez-moi, j'interviens. J'ai un flash. Là. Tu sais, la petite phrase de « Voyons, c'est juste chez vous, ça ne va pas. Là, comment ça? » Eh mon Dieu Seigneur, hey, arrêtez ça tout de suite. On se parle. Arrêtez ça tout de suite. Aussi. On sait les chiffres de vente, un peu des autres collègues aussi. Des ventes de billets. Alors, c'est important de savoir qu'on suit le développement des artistes de façon générale dans la province
Donc, vous parlez entre vous, là, les oui, diffuseurs. oui. Ça, c'est épeurant. On se email aussi. Mais j'aimerais relancer Catherine et Louis sur le principe de le bon artiste dans la bonne salle au bon moment. Quand on construit une tournée, c'est un enjeu là, donc, dont on doit penser. Vas-y, Catherine. Oui, puis moi, ben, juste aussi rebondir sur ce que tu disais précédemment, puis la relation de confiance. Donc ça aussi, nous, il arrive dans certaines villes qu'on doit choisir avec quel diffuseur on travaille. Puis c'est sûr aussi que pour nous, en tant qu'agents, ben c'est la bonne salle, mais c'est aussi le bon diffuseur qui va bien travailler puis faire les bons suivis de son côté. Parce qu'il y en a aussi des diffuseurs qui font juste mettre le show en vente, puis après ça, tu n'en entends plus jamais parler. Ça va dans les deux sens, vraiment. Je pense que c'est vraiment intéressant pour nous de développer des choses en équipe. Puis la bonne salle, ben c'est ça. Je pense qu'on faut tous être réalistes là, dans le contexte. Puis c'est ça aussi. C'est le travail d'un bon agent là, aussi de bien savoir où positionner son artiste et quand. Puis juste revenir, en tout cas, sur les équipes en général, je pense que il y a la relation de confiance entre le diffuseur puis l'agent, puis après ça, entre l'agent puis le producteur, quand c'est pas l'agent qui est producteur, avec c'est qui l'attaché de presse, c'est qui la maison de disques, c'est qui le gérant, c'est de s'assurer vraiment d'avoir des projets qui sont bien soutenus de tous les côtés, parce que c'est pas facile en ce moment. Fait que c'est sûr qu'à la base, le plus important, c'est l'artistique, puis c'est le talent de l'artiste, là, mais après ça, il faut vraiment qu'à chaque niveau, tout le monde travaille un max, c'est ça, jusqu'au diffuseur pour que ça se rende jusqu'au public au final. Donc, c'est tout. Voilà. Merci. Puis Louis, quand on dit justement la bonne place, le bon artiste, le bon moment, construire une tournée versus, c'est ça la réalité du diffuseur, de dire peut-être que moi, dans mon marché, c'est pas maintenant. Comment tu vois ça? Oui, des fois même c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand nous on représente des artistes qui font de l'international beaucoup, puis c'est pas toujours facile avec pas que c'est pas facile avec le diffuseur, mais c'est pas facile de trouver les bons moments des fois, parce que nous on nous donne des calendriers ou des échéanciers, puis on essaie de se retrouver là-dedans, puis on essaie de rentrer le diffuseur dans un plan finalement qui est beaucoup plus large que nous. Tu sais, je veux dire, qui fait plusieurs territoires. Puis, genre Hubert-Lenoir, mettons. Ça, on jase. Genre? Ouais. Comme, OK. Ce genre-là. Je sais pas c'est qui, oui, c'est ça. C'est qui, lui? C'est une blague. Donc, en tout cas, on fait de notre mieux avec ça, mais je veux dire, il faut aussi, comme Catherine a dit, il faut que tu traites avec le producteur, le management, toute une équipe, puis des équipes même à l'étranger qui tiraillent qui tiraillent leur fenêtre de tournée, puis que toi, des fois, tu veux en même temps parce que tu penses que, justement, sur le territoire, c'est le bon moment de le faire. Et puis tu ne l'auras pas. T'sais. Fait qu'il faut que tu te revires de bord, puis tu trouves une autre façon. Puis des fois, tu dis au diffuseur, écoute, c'est ça qu'on a comme fenêtre, veux-tu le faire? T'sais? Puis il y a des diffuseurs qui embarquent, puis on essaye de justement travailler le plus près possible du show avec l'équipe qu'on a, avec les ressources qu'on a. Puis d'autres fois, ben ça ne marche juste pas. Puis des fois, on dit même au diffuseur, écoute, ta salle n'est pas libre, veux-tu le faire pareil? Veux-tu sortir de ton lieu? Veux-tu... Puis ça, c'est pas tout le temps facile pour tous les diffuseurs, mais il y en a qui sont capables, il y en a qui le font, tant mieux. Puis des fois, ça arrive aussi que, on va dire à un diffuseur, écoute, on veut faire ce marché-là, mais on n'ira pas chez vous parce que tu peux pas. Mais on en parle. Je pense que c'est important de garder la communication ouverte là, avec les diffuseurs. Juste rajouter aussi, des fois, l'artiste, c'est peut-être pas le contexte idéal, mais... Tu sais, des fois, c'est la seule manière qui aide genre, ce marché-là. Puis des fois, dans une ville, il y a juste une salle de 400 places. Puis peut-être que l'artiste, il est rendu à faire une salle de 120, puis peut-être qu'elle n'existe pas. Puis peut-être, est-ce qu'on fait juste, on passe pas là dans la tournée, ou on le fait quand même, mais en ayant des attentes réalistes. Tu sais, ça, il faut en discuter. Puis je pense qu'il faut juste être conscient. Puis encore une fois, ça revient à la relation entre l'agent et le diffuseur. Est-ce qu'on s'entend vraiment? Puis est-ce que c'est clair de part et d'autre? C'est quoi les attentes? Puis qu'est-ce qu'on veut? Puis-je? Oui, vas-y, Jean-Sébastien, je t'en prie. C'est en lien avec ça. En fait, ça n'a pas de lien avec l'art de convaincre, mais plus justement par rapport à d'autres lieux de diffusion. Nous, à Saint-Hyacinthe, c'est la première année où on va mettre sur pied vraiment plus un partenariat ou une meilleure communication avec un autre diffuseur chez nous, qui est le Zarico à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est un petit lieu de diffusion, c'est un bar qui n'a pas nécessairement les mêmes objectifs, mais ce sont des lieux, ça se parle beaucoup depuis quelques années. Le Calque en parle, la Sodec en parle, le Rideau en parle. L'objectif, c'est de mieux collaborer ensemble et contribuer au développement de l'artiste. Donc, justement, sur, je ne sais pas, 4, 6, 8 artistes dans une saison, comment nous, on pourrait, par exemple, payer le cachet
s'occuper de la vente des billets avec le Zarico, mais travailler avec l'agent ou le producteur aussi pour dire, ben regarde, nous, c'est préférable de le positionner aux haricots parce que, justement, il va vendre 100, 150 billets, mais dans 2 ans, dans 3 ans, il va se retrouver dans ton cabaret, puis peut-être dans 4 ans, il va se retrouver dans ta grande salle. Donc, ça fait partie un petit peu de l'écologie qu'on cible pour le développement de l'artiste. C'est que c'est ça, c'est exactement ce que tu dis. Le développement de l'artiste, c'est que vous devenez vraiment un membre de ce développement-là de l'artiste dans l'équation. Oui, et toute cette équation-là qui mène au spectateur, comme tu disais, Catherine. Donc, finalement, on n'est pas nécessairement dans une relation de vente et de persuasion, oui, mais on est plus dans un aspect de collaboration, c'est ce que je comprends. Donc, on travaille tous ensemble pour développer un artiste et l'amener à rencontrer son public, mais on en avait discuté un peu ensemble dans la discussion qu'on avait eue en amont. Maintenant, comment on fait pour persuader le spectateur que ce spectacle-là a lieu au bon moment, dans la bonne salle, dans le bon marché? Je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la moque là-dessus. Bien, je trouve, tu sais, on parle de collaboration. La portion marketing est un aspect de la collaboration. Quand un programmateur convient avec un agent de mettre en vente un artiste, bien, il y a tout ce qu'on peut faire ensemble pour positionner l'artiste. Je pense qu'avec ça, on peut convaincre des spectateurs. Parce que si on fait une mise en vente, puis c'est basique, là, puis que l'artiste l'annonce sur son Facebook, « Hey, je m'en vais à Laval », puis qu'en plus, on peut faire des investissements pour supporter sur les médias sociaux, déjà là, on va rejoindre les fans de cet artiste-là dans une région. Fait que ce travail de collaboration-là, il est super important. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Louis, de cette espèce d'équation qui se mène jusqu'au spectateur. Comment on fait pour persuader le spectateur que c'est le bon moment de présenter Hubert Lenoir à Val-d'Or? Je ne suis pas sûre que tu as beaucoup vraiment à convaincre, là, mais on jase. Ben, en fait, tu sais, justement, c'est d'utiliser aussi les plateformes de l'artiste. Tu sais, ça devient carrément, des fois, la mise en vente via les plateformes de l'artiste vont souvent être très, très révélateur de ce qui va se passer sur la tournée. Tu sais, avant même, puis j'enlève rien au marketing traditionnel, j'enlève rien aux dépliants, j'enlève rien à tout ça, puis aux ventes d'abonnés, puis ça, absolument pas. Mais sauf que souvent, la plateforme d'artiste va partir, tu vas avoir vraiment la température un peu de ce qui va se passer, puis des fois, tu as tout un plan aussi qui fait que c'est un début. Après, dans le plan de l'artiste, il se passe des choses, puis ça évolue. Mais c'est souvent un bon point de départ. Puis tu peux le faire conjointement, justement. Moi, je ne demande pas mieux que... Puis pour des opérations qu'on a déjà fait avec les diffuseurs, où justement, tu travailles les plateformes d'artistes, mais aussi les plateformes du diffuseur. Tu joins tout ce monde-là ensemble, puis l'impact est révélateur de la suite, là. Je pense que, rapidement, là, mais je pense qu'il y a quand même un lien, tout dépendant du milieu dans lequel tu es, mais il y a quand même aussi un lien de confiance qui se développe entre le diffuseur et les spectateurs, particulièrement avec la sélection. Là, je vais aller dans l'abonnement, là, mais ce que je veux dire, c'est que tes abonnés commencent à un moment donné aussi à te connaître, connaissent un peu tes directions artistiques. Quand tu as une direction artistique forte, assumée, dirigée, les gens savent où tu t'en vas. Et il y a comme un lien de confiance qui se crée. Donc, ils vont être plus aptes à aller faire des tests. Mais si tu n'es pas nécessairement si présent ou moins là, c'est sûr que le test, puis il y a tellement d'offres, c'est qu'à un moment donné, tu as le dollar, en tout cas, ton public a un dollar culture, là, ou en tout cas un dollar sortie culturelle, puis il va le mettre où ça score le plus. Fait que des fois, de faire sortir la petite nouveauté, ou c'est là que le plan avec l'agent, la sortie marketing, de se coller tout le monde ensemble, puis de travailler tout dans le même bateau, puis de prendre la gratte à neige, puis d'essayer de faire... c'est beau, hein, cette semaine, de parler de gratte à neige. Merci pour la métaphore, Stéphanie. Oui, je sais. Non, mais je veux dire, c'est d'essayer de ratisser le plus large possible pour être sûr de ne pas manquer, parce que maintenant, tu sais, les publics s'informent là. Fait que là, il ne faut pas que tu manques une des portes, parce que sinon, tu viens de manquer peut-être comme ta porte qu'il fallait que tu ailles, mais tu ne l'as pas vue, tu sais. Moi, je pense qu'une des portes aussi, puis c'est pas une idée révolutionnaire, là, c'est une première partie. Tu sais, c'est un build-up aussi à un artiste. Fait qu'il fait une première partie d'un artiste qui se rejoint le même public. Après ça, il va aux haricots, il va dans une salle intermédiaire. Il y a comme une Puis au séquence. niveau justement de la direction artistique, je trouve qu'il y a un angle intéressant à aller chercher là. Comment est-ce que vous faites en tant que diffuseur pour vous démarquer des autres diffuseurs? Donc, de choisir un spectacle qui ne serait peut-être pas présenté dans d'autres marchés proches de chez vous, ça devient une négociation dans l'autre sens. Donc, le diffuseur va demander à l'agent, viens chez nous, mais dans un périmètre de temps ou dans un
laps de temps X, tu ne peux pas aller ailleurs sur quelque chose qui se fait, sur quelque chose que vous êtes capable d'achever? C'est tellement une bonne question. On ne peut pas en parler. Non, c'est une blague. Ça dépend des marchés. Je pense Ouais. que c'est ça. Il y a certains endroits. Vas-y, Julie, excuse-moi, je l'ai coupé. Ben, mettons sur la Rive-Nord, il y a beaucoup de diffuseurs. Hein. Puis c'est une question qu'on a à Laval. On est en planification stratégique, puis on se rend compte qu'on présente les mêmes spectacles pas mal partout alentour. Donc, comment on fait pour se différencier? Vraiment bonne question. Mais je pense que c'est en identifiant des filons. J'en avais parlé un panel avec Diffusion Intercentre. Un des filons à Laval, c'est 25 de la communauté qui vient des communautés culturelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce public-là? Ça, c'est un filon. S'il y a 100 000 jeunes adultes, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça aussi? Puis après ça, il y a tout comment on présente un spectacle. Est-ce que tu veux développer quelque chose qui est comme plus événementiel, un 3 jours où tu focuses sur quelque chose? Je pense que c'est plus ça, parce qu'au Québec, l'offre québécoise est vaste et créative. Fait que comment tu repères tout ça? Bien, c'est sûr que sur la Rive-Nord, on repère pas mal toutes les mêmes affaires. Hein? Mais bon. Jean-Sylvain, toi, comment tu... Moi, chez nous, pour ceux qui me connaissent, j'ai un petit côté nostalgique de certains bands des années 80. En fait, c'est que, à un moment donné, bon, c'est plate, là, mais la clientèle de Sweet People, à un moment donné, ils ne seront plus là. Donc, on développe d'autres créneaux. Il y en a qui trippent sur Loverboy, puis il y en a qui trippent sur Glass Tiger et compagnie, tu sais. Donc, on tente pas juste par des spectacles hommages. Il y en a. Il y a des producteurs qui nous proposent ces spectacles-là. Il y a un public pour ça, puis c'est important de répondre aussi à sa clientèle-là qui en demande. Mais on aime bien présenter des artistes originaux qui sont encore vivants, qui sont capables encore de jouer et surtout de chanter, puis de surtout faire passer une belle soirée. Tu sais, l'expérience, elle est importante dans un spectacle. Puis dans l'optique où d'avoir un spectacle donc en exclusivité chez toi, comment tu fais pour gérer cette partie-là? Bien, en fait, on applique des petites clauses de kilométrage. Là, on essaie, je ne veux pas avoir l'exclusivité à vie, là, mais il y a des mois, une période à respecter, là, selon aussi l'étendue du cachet. Là. Si tu fais un show 50 000 puis tu en fais un autre 10 000, ben, c'est pas le même risque qui vient jouer là-dedans. Tu sais. Absolument. Puis du côté des agents producteurs, qu'est-ce que vous pensez de ça, d'avoir des exclusivités sur quelque chose qui a du sens pour vous ou pas du tout? Louis? Ben, en billetterie, c'est le gros bon sens. Je veux dire, c'est vrai, la Rive-Nord, c'est une réalité. Il y a beaucoup de diffuseurs qui dans plusieurs villes, pas très loin. Tu essaies un peu de partager entre le début, fin de tournée. Tu sais, il faut que tu te poses des questions hein, quand même à la base. Puis parfois, ben, ça peut arriver des fois qu'un festival va affecter une billetterie. Je veux dire, on essaie de faire attention, c'est sûr, mais c'est du grand cas par cas. Oui, ça dépend tellement. Tu sais, c'est tellement différent. Je veux dire, Val-d'Or, on n'a pas 14 diffuseurs, là. Puis à Rouyn-Noranda, il y a plein de diffuseurs. Tu sais, c'est comme deux réalités qui sont aux antipodes. Nous, Val-d'Or, on est plus... ben moi, je veux dire, j'ai peut-être... chez nous, ça affecte peut-être plus au niveau des festivals. Ben puis affecte, c'est un grand mot. Je pense que avant d'entrer puis de travailler en diffusion, j'ai travaillé beaucoup avec les festivals de la région. Ce qui fait qu'on a une super bonne relation. Donc, on est capable et en mesure de faire... Ben écoute, ton festival, c'est un festival de musique francophone, un peu plus niché. Ben, je veux dire, on va se parler, tu sais, je vais pas te couper l'herbe sous le pied là. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est de travailler, puis c'est pas toujours facile. Je sais là, qu'il y a des milieux où c'est l'enfer, où il n'y a pas de communication pour plein de raisons, puis que c'est super difficile. Mais chez nous, on a la chance quand même d'avoir une super bonne communication avec l'événementiel autour, puis d'être capable de travailler justement en collaboration avec eux pour pas... Tu sais, je veux dire, tu as un festival de blues, je ne ferai pas exprès pour me mettre une programmation spéciale en blues. Tu réponds déjà à ce besoin-là sur mon territoire. Je veux dire, je suis une plurie, je vais peut-être en présenter un ou deux des incontournables, mais n'empêche que je le sais que le festivalier va chez vous pour voir ça, puis tu as comme une spécialisation là-dedans. Donc, je pense qu'il y a comme c'est ça, il y a une communication à avoir sur le terrain au niveau de ce type de réalité-là, en fait, oui. Puis Catherine, toi, qu'est-ce que tu penses de ces termes Ça dépend exclusifs? Vraiment, c'est du cas par cas. Ouais. Ça dépend de l'ensemble des
des conditions. Je sais pas, justement, c'est drôle parce que je suis en pleine discussion avec Philippe Braque. Sa prochaine tournée risque d'être dans 2 ans. Puis il dit, peut-être, on regardera ça. Peut-être, au lieu de, si je ferais genre 20 dates dans ma tournée, that's it. Puis on va choisir vraiment, puis on va faire des plus gros shows au lieu de, peut-être pas, à voir, là. On a le temps d'y penser, mais c'est vraiment une discussion qu'on a en ce moment de se dire, justement, là, à la place... De revoir un peu l'espèce de modèle de tournée traditionnel Oui. qu'on a en tête, une tournée de 2-3 ans avec, tu sais, Oui. un genre de modèle qu'on connaît un peu tous et chacun, là. Donc, de revoir le modèle d'une tournée pour mieux servir l'artiste, puis peut-être même mieux servir les diffuseurs. Oui, de se dire, on ferait 2 mois de tournée, puis là, 6 mois plus tard, un autre 2 mois. Fait que 2 blocs, puis à chaque fois, s'il y a une demande pour une supplémentaire dans une région, on retournera. Mais tu sais, vraiment faire ça différemment, mais en même temps, c'est sûr que ça dépend de l'artiste, puis c'est sûr que financièrement aussi pour les artistes, de se limiter dans le nombre de dates, c'est déjà assez difficile de bien gagner sa vie. Si en plus on réduit, là, ça devient vraiment... C'est gérer l'offre et la demande, si on veut aller dans cette zone. Puis c'est gérer, c'est ça, le revenu de l'artiste, là. Il gagne sa vie en faisant des shows quand même. Oui, oui. Ça reste la première manière. On s'entend que c'est pas avec des ventes de disques. Oui, donc... Puis la notion d'exclusivité aussi, moi, ce que j'aime bien avoir comme discussion avec un agent, c'est au-delà de l'exclusivité par rapport à un festival. Moi, je pense aussi à l'artiste et au public de Laval. C'est quoi le potentiel de cet artiste-là? Mettons qu'il va au jazz, qui vient à Laval, qui va à Sainte-Thérèse, puis que ça va bien. Pourquoi avoir une exclusivité autre que garder sa niche aussi quelque part, là? Mais je trouve qu'à quelque part, honnêtement, ça brime un peu les artistes et les diffuseurs d'un potentiel qu'il pourrait y avoir. Hein? Très intéressant, merci. On se rappelle aussi qu'il n'y a pas plus de billets qui se vendent depuis presque une décennie dans nos salles. Donc, il y a plus de shows. Il y a le même nombre de billets qui se vendent, mais la part du gâteau est divisée exact. Il y a moins de monde dans les salles. Il n'y a pas plus de billets qui se vendent. Très intéressant. Très bien. Je crois qu'on pourrait aller aux questions s'il y a des gens qui en ont. Donc, je crois que Liette va venir vous voir avec le micro. Là, c'est comme à la voix, à l'aveugle, parce qu'on ne voit pas. On va entendre. On doit deviner si vous êtes agent ou diffuseur. Allez-y. Bonjour, mon nom est Kevin Hull, Pignon Production. Je suis un jeune producteur. Je pense que je représente quand même une grosse masse de gens à Rideau qui n'avons pas encore des relations avec les diffuseurs et puis qu'on travaille très fort en petits poissons à essayer de se faire remarquer. Je pense qu'on essaye tous de le faire avec Doigté. On sait que vous recevez, je parle aux diffuseurs, des centaines de courriels par jour de gens. On voit le catalogue qui coûte très cher en papier, sans doute, parce qu'il y a une masse immense d'offres. Avez-vous des conseils pour les jeunes producteurs qui, demain, on va être 400 kiosques à essayer d'attirer votre attention sans être des plaies, puis en même temps, c'est ça, comment se faire remarquer. Et je pose aussi la question aux agents qui font ça depuis plusieurs années, de quelle façon vous pourriez peut-être nous donner des conseils aux jeunes producteurs pour éviter de se casser les dents trop longtemps. En fait, on va partir à la base, c'est-à-dire c'est le produit. Donc, j'ai été producteur, j'ai été agent aussi. Et à l'époque où j'avais pas de produit intéressant à proposer aux diffuseurs, j'avais peu d'attention. À partir du moment où j'arrivais avec Serge Lama, j'étais capable de développer Linda Telly. C'est un exemple. Le produit est important aussi. Ça, c'est une porte d'entrée. Donc, pour beaucoup d'agents ou de jeunes agents ou jeunes producteurs, où les produits, c'est plate, j'aime pas dire un produit, mais c'est un produit, où des artistes sont peu ou presque pas connus. C'est pas parce qu'il a fait la voix une fois qu'il y a un potentiel de mise en marché, de développement incroyable à faire aussi. Mais à la base, c'est le produit. Donc, c'est l'artiste, ou du moins le potentiel que cet artiste-là peut représenter. Il faut savoir aussi que chez nous, et ça se passe probablement ailleurs aussi, on n'a pas la science infuse, on a des comités de programmation, donc on s'entoure. Moi, j'ai bientôt 54 ans, je ne connais pas tout. Alors, je m'entoure du disquaire, je m'entoure du haricot, des gens du cégep qui vont me nourrir et qui vont même choisir des artistes, des spectacles. Donc, c'est des petites antennes là, qu'ils ont. Donc, tout ça peut aussi, quelquefois, nous ramener vers vous. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement toi qui m'auras convaincu, mais mes équipes
qui m'ont dit ça, c'est à ne pas manquer parce qu'il y a tant de fans, il y a tant de streaming. Donc, on va aller à la source qui le représente et là, on va y aller. C'est Ouais, ce ça n'a pas correctif. rapport avec Rideau, mais dans Diffusion Intercentre, on fait des rencontres de programmation, puis on consacre une partie maintenant de nos rencontres à rencontrer des nouveaux producteurs. Hein. Donc ça, appelle Stéphanie, puis on verra où ça mène. Pas moi, non, pas Stéphanie. Je Stéphanie sais pas, Trudel, je sais pas quoi. gmail.com. Toi, Stéphanie, comment tu gères l'approche avec... Surtout, toi, vu que tu es plus dans des créneaux que tu disais plus... dis-nous les créneaux Ben, en lesquels fait, tu travailles. non, mais en fait, je fais aussi de la chanson. Là. En fait, ma programmation en chanson, c'est sûr que, je veux dire, on se parle. Là. On n'est pas dans nos 2 bureaux avec aucune communication, moi et l'autre personne. Là. Mais pour la chanson, moi, c'est plus spécialisé. En fait, série de chansons plus jeunesse, là, c'est plus festif. C'est souvent des spectacles debout. Bar dans la salle, show de hip-hop. On fait un peu... C'est plus ça, ma programmation en chanson. Mais quand on a parti, en fait, ce projet-là, nous, on a fait une consultation citoyenne. Là, on n'a pas appelé ça de même parce que, mon Dieu, des 16-30 ans s'en sacrent d'une consultation citoyenne, on va se le dire. Mais j'ai essayé de trouver des jeunes du milieu un peu allumés, des gens qui venaient déjà au spectacle, qui démontraient un peu de l'intérêt. Puis je me suis dit, OK, mais... qu'est-ce qui vous ferait venir davantage et tout? Puis des fois, c'est ça, il y a des idées d'artistes. Tu sais, j'ai 33 ans, puis des fois, je me sens vraiment arriérée sur certaines choses. Là. Je veux dire, lit, c'est comme une nouvelle expression. Là. J'ai entendu ça une couple de semaines, je suis comme, pour vrai, je sais pas. Fait que c'est là que je réalise que je suis vraiment rendue dans la génération qui comprend plus. Même si j'essaie de me garder quand même. Mais tout ça pour dire que c'est ça, tu sais, au même titre que Jean-Sylvain, j'utilise aussi mes antennes. Tu sais, j'utilise... j'ai un jeune, moi, super trippant qui fait venir des DJ là, dans ma salle, en location de salle, puis c'est comme freak out comment ça marche. Là, tu sais, c'est ça. Fait que je me dis, tu sais, des fois, c'est comme d'avoir un petit peu l'œil ouvert, puis de connaître un peu son milieu, puis de se laisser influencer par des bébites, comme dans notre milieu, qui sont, eux, plus collés sur la réalité réelle de ce qui est écouté puis de ce qui est consommé. Mais j'imagine que vos petites équipes qui vous aident ne sont pas nécessairement ici avec vous. Donc, si moi, je suis un jeune producteur qui a un kiosque demain, est-ce que vous Tire pas allez sur aller ma le voir cocarde, ou ça pas? va bien aller. Moi, C'est une blague. j'ai un conseil pour toi. Tu représentes quoi? De la musique, du théâtre? Hein? De la musique. Ben, peut-être, parce que moi, la première année à Rideau, ça m'avait marqué. C'est que, tu sais, les agents t'accrochent pour te parler du show, mais supposons que tu ne fais pas de jeune public. Hein? Ben, c'est de poser la question, est-ce que tu fais du spectacle jeune public? Non. Bon, ben, je ne suis pas ton client cible. Puis du côté des agents, il y avait aussi le volet agence à sa question. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à un jeune agent producteur pour faire sa marque? Vous l'avez aidé à une époque? Ça n'a pas été facile. C'était quelque chose. Mais je me demandais même ce que je faisais là les premières années, pour être franc. Tu sais, 2000, 2001, j'avais à peu près juste Michel Côté qui venait me jaser, là, tu sais, du Grand Théâtre. Mais sinon, je te dirais peut-être connaître les diffuseurs, puis connaître, tu sais, les projets que tu as, ça s'adresse à tous les marchés ou pas? Tu sais, je veux dire, si tu as un band super cool qui va jouer à Montréal puis à Québec ou qui va pouvoir vraiment faire plus que comment dire, tu sais, en tout cas, ça dépend des artistes que tu as vraiment aussi, puis aussi de savoir les diffuseurs à qui tu t'adresses, c'est qui, qu'est-ce qu'ils ont comme programmation un peu. Est-ce qu'ils ont juste de la grosse variété? Est-ce qu'ils font aussi des petits shows? Est-ce que ça a beaucoup changé? Tu sais, je pense que les diffuseurs sont très larges, ils vont très large maintenant, mais je sais qu'au début, moi, c'était pas clair, en tout cas. C'était qui était pour embarquer dans du développement, tu sais. Mais je pense que si tu fais un bon survol de tous les diffuseurs avant d'arriver à Rideau, tu vas mieux connaître peut-être les gens à qui t'adresser aussi, en gros. Bien rapidement, aussi, Oui, il y avait une autre question. les vitrines. Ceux qui font des vitrines ou qui ont des artistes dans les vitrines, là, vous avez 20 minutes pour vendre votre vie professionnelle. Épatez-nous. On en a vu des vitrines plates, tu sais. C'est plate à dire, mais ça arrive. Souvent, ils ne sont pas préparés. C'est la prochaine chanson. Hey, come on, tu as 20 minutes, là. Strike ta vie. Bon, Voilà. ben c'est pas stressant pantoute, ce que tu viens de Non, dire. c'est ça, tu sais.
D'emblée, moi, je trouve ça épouvantable. Tu sais, on est un public de diffuseurs. Tu sais, non, mon Dieu, déjà, ça doit être épouvantable. Que prenez 2-3 cafés, puis let's go! C'est mieux OK. d'être bon. OK. Oui. Je vais vous donner le micro parce qu'on n'entend pas bien partout. Je suis diffuseur à Gaspé, je le plug Gaspé, hein? Gaspé, le bout du monde. Gaspé en amérindien, là où la terre s'arrête. Alors, non, mais c'est niaiseux, je le dis parce que on traîne un territoire. Tu vas voir dans l'Est du Québec, on dit Jacques de Rimouski, José de Gaspé. Hein? On n'a même pas nos noms de famille. Les gens connaissent José de Gaspé. Et je trouve que souvent, les producteurs, les jeunes producteurs, ne connaissent pas le territoire. Connaissent beaucoup le côté, les centres, les grands centres. Ils ne connaissent pas le nombre d'habitants qu'on a. T'sais, moi, quand ils me disent à Montréal, c'est sold out, OK, c'est combien de billets? 150. Je fais OK, Gaspé, c'est 15 000, mon homme. T'sais. C'est ça la réalité. Puis mon public cible, il est 4 000. Fait que la vente de billets, ton 150 à Montréal, imagine chez nous, c'est où? Fait qu'il y a tout l'aspect billetterie cachet qui est complètement un modèle d'affaires fini, selon moi. On ne peut plus fonctionner comme ça, de dire qu'un cachet, puis on va rentabiliser avec la billetterie, parce qu'on ne ferait pas des émergents personnes. Je veux dire, on n'en ferait pas. Fait que c'est pas le risque financier. Il y a des risques sur n'importe quoi quand tu prends un risque d'un artiste qui n'est pas connu ou moins connu. Là, c'est des risques pour toutes les disciplines. On s'entend, même la chanson. Fait que je pense qu'on a à avoir à travailler avec des gens qui connaissent le territoire, des artistes qui viennent et qui comprennent où ils sont et à qui ils s'adressent. Il y a un grand travail à faire au niveau de la sensibilisation du Québec puis du territoire parce qu'il est grand. Fait que voilà mon pitch. Merci, très intéressant. En effet, de ce que je comprends, de se préparer en amont, de connaître peut-être, de même avoir des photos, d'essayer de cibler des gens pour savoir à qui on s'adresse. Oui. Oui, bonjour, Jean-Sébastien, Centre culturel à Joliette. C'était très Bonjour, intéressant. Jean-Sébastien. Bonjour. En fait, Louis, ce que tu mentionnais, qui est intéressant par rapport aux plateformes des artistes, de dire, bon, ben, ils peuvent aider dans la mise en vente, puis des fois être plus efficaces que les méthodes plus traditionnelles dans la diffusion. Mais par contre, il y a des moments où on sent que ben, l'utilisation de ces plateformes-là vont être vraiment ciblées pour les mises en vente à l'Impérial, puis au MTELUS, ou etc., puis que c'est très rare qu'on le show à Joliette ou à Saint-Hyacinthe va figurer parmi les posts de ces plateformes-là. Donc, il y a un peu une difficulté sur l'accessibilité de cette plateforme-là, même si elle est intéressante. Puis, il y a également aussi la relation où, parfois, dans le fond, les producteurs sont diffuseurs sur Montréal ou dans des marchés un peu plus importants. Puis, on voit de plus en plus aussi que cette donne-là vient jouer sur les mises en vente puis sur toute l'opération. Donc, Montréal, au Québec, les grands centres ne sont plus une locomotive pour aider tout le monde autour, mais on va travailler à remplir nos salles dans les grands... Puis après ça, vous pourrez mettre en vente. Est-ce que ça vient changer la relation un peu entre... Puis j'ai donné ton exemple, mais ça s'adresse à toute la table. Est-ce que ça vient changer la façon dont on se parle entre producteurs et diffuseurs? Ça dépend je pense que ça dépend des projets, que ce soit en humour, en musique ou dans d'autres disciplines. C'est pas tout pareil, peut-être, le fonctionnement, les mises en vente. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que, tu sais, des fois, tu as des artistes qui vont faire un post sur Montréal, Québec, puis vu qu'ils font qu'ils font des posts aussi sur d'autres territoires ou quoi, ils vont peut-être pas mettre toutes les dates. Je te dirais que ce qui pourrait être intéressant, c'est de parfois, quand on peut, autant que possible, mettre un grand nombre de marchés en vente en même temps. Puis ça, c'est difficile. Puis je comprends qu'il y a beaucoup de diffuseurs qui ont des réalités vraiment différentes. Puis les dates d'annonce de programmation entière aussi. Il y a toute une opération locale que je respecte puis que je comprends, avec les abonnés, tout ça, quand on sait que c'est quoi, à peu près 30 en moyenne, vos abonnés de votre billetterie? Nous autres, c'est 250 personnes. OK, bon. C'est juste en théâtre. Il n'y en a pas en chanson. Mais en tout cas, en musique, j'ai déjà entendu le 30 à moins que je sois vraiment dans les patates, ou ça fait peut-être trop longtemps, je ne sais pas, mais de mettre en vente une série de dates au même moment ensemble, c'est intéressant. Puis je sais que c'est
c'est de défaire des habitudes aussi que les diffuseurs ont, puis comme on dit, des fois, tu mets en vente à tes abonnés, tes réguliers, tata. Je sais pas, il n'y a personne qui a trouvé la clé nécessairement pour casser cette façon de faire-là, mais maintenant, avec les mises en vente en ligne, c'est sûr que ce serait intéressant autant que possible d'essayer de regrouper plusieurs marchés, mettre en vente ensemble. Ça peut être plus de travail, mais une fois que c'est parti, l'impact peut être aussi vraiment intéressant. Puis peut-être je sais que vous avez toutes les réalités locales à inclure là-dedans, mais peut-être trouver, je ne sais pas, peut-être je sais que certains diffuseurs, on y arrive, d'autres c'est plus difficile, le système est vraiment dur à changer, tout ça. Mais je pense que naturellement, c'est peut-être long, mais je pense que naturellement, on s'en va vers ça aussi, essayer de faire des mises en vente communes au même moment. Puis, on dirait que ça s'est comme plus développé en humour, hein? Les mises en vente communes, alors que la chanson aurait tellement intérêt à mieux travailler puis à mieux collaborer. Parce que moi, je suis vraiment partante pour une mise en vente commune qui est timée avec le lancement de l'album, qu'on profite de ce brouhaha-là. Catherine? Je juste dire, un artiste qui fait une tournée de 80 dates, il ne peut pas faire 80 posts à chaque fois qu'il y a un show qui est en vente. Puis là, en plus, 80 rappels de jouer en telle ville la semaine prochaine. Parce que sinon, tous ces posts, ça devient des rappels de show à chaque semaine de ce qui s'en vient. Puis je sais que les diffuseurs nous le demandent, hey, la vente est plus difficile, il peut-tu reposter? Puis à un moment donné, c'est pas à ça que ça sert non plus, la plateforme Facebook, de juste. Ça dépend des artistes qui postent 3 fois par jour. Fait que quand tu postes 3 fois par jour, ben que tu mettes à chaque semaine un post dans une salle, c'est correct. Mais ceux qui font 1 ou 2 posts par semaine, ça peut pas à chaque fois. Fait que c'est sûr que, oui, mettons qu'ils changent la photo de couverture, puis là, toutes les dates sont dedans, puis en même temps, ils en profitent pour rappeler qu'il est en tournée ou de temps en temps. Mais encore une fois, de faire une annonce qui part, puis là, on peut sponsoriser, mettre la pub pour annoncer tout. C'est sûr que c'est gagnant, ou au moins d'avoir des blocs de dates. Là. Je peux peut-être... là, je vais juste sortir de mon... J'ai comme envie juste d'être Stéphanie, là. J'ai pas envie d'être la diffuseur, parce que je veux comme... c'est une pensée par rapport à l'évolution, puis à la vitesse de l'évolution du marché, en fait, du spectacle, mais... Moi, ça fait quand même, c'est ma 5e bourse, fait que ça fait 4 ans et quelques que je suis en poste. Puis dès mon entrée en poste, pour moi, le système des abonnés qui est c'est vraiment gros chez nous, là, c'est fou, là. Mais il est hyper contraignant, tu sais. Puis pour moi, ça me mettait un peu tout le temps en furie de passer à côté de quelque chose parce que... Fait que je pense qu'il y a quand même une grande réflexion qu'on doit avoir en tant que diffuseur, justement pour se dérigidiser. Être plus flexible, mettons. Il y a un beau travail. Non, mais d'être, puis tu sais, je pense que, je veux dire, je pense que oui, il y a un travail qui est en cours présentement. Je pense que tout le monde a réalisé ça à un moment donné. On ne peut pas le voir passer. Mais, puis, tu sais, nous, on a un système d'abonnement qui est comme intense, là, qui est très, très, très rigide, là, qui est pas... mais je pense qu'il y a quand même un questionnement à se poser, puis une évolution douce et tranquille à faire vers quelque chose d'un peu plus flexible, effectivement. Mais il y a eu un pas de géant de fait quand même. Moi, je me souviens d'un forum à Boucherville de rideau, d'ailleurs. Ça fait 12 ans. Dans les années 80, Jean-Sylvain. Oui. Je m'en souviens, c'est déjà bon. Ça doit faire 10 ans. Mais oui, c'est ça. Et c'était nommé. Et il y a eu vraiment un pas de géant de fait. Là. Nous, c'est plus que 50 de notre programmation qui est mise en vente en cours d'année. Excellent, super. On va prendre une dernière question. En fait, je rebondirai un peu sur le sujet parce que chez Consortium, on fait énormément de mises en vente massives, si je peux dire, ou en tout cas nationales. Pour juste vulgariser, là, parce que je vois que peut-être en chanson, ça se fait moins. Moi, je compare souvent au commerce de détail. C'est très simple pour Jean Coutu de faire une offensive nationale parce que Jean Coutu est le distributeur et également le détaillant. Dans notre cas, c'est comme si on voulait faire une opération nationale avec Jean Coutu, Métro, Family Prix, la SAQ, puis Costco en même temps. Donc, tout le monde a ses réalités différentes et puis tout le monde dit, oui, mais attends, moi, mes spéciaux, ils commencent le jeudi. Non, moi, c'est le vendredi. Moi, c'est le mardi. Moi, il faut laisser 48 heures à des abonnés avant. Et c'est extrêmement complexe, de un. De deux, ça prend énormément de jus de bras. Souvent, les gens ont l'impression, c'est pas compliqué, on appelle la veille, on programme ça. C'est beaucoup de jus de bras pour l'agence, puis c'est beaucoup de jus de bras pour le diffuseur, parce que on tombe dans du sur-mesure. Donc, nous, la clé, je vous dirais, planification, numéro 1. On planifie ça énormément d'avance et énormément de flexibilité.
C'est-à-dire qu'on va toujours vendre aux producteurs ou aux diffuseurs de dire, voici notre plage idéale pour tomber en vente. Puis on ne sera pas à cheval pour dire, il faut que ça soit absolument le 12 mai. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après, mais notre buzz médiatique va avoir lieu dans cette période-là. Si tu veux t'accrocher, accroche-toi. Puis ça fait qu'il y a des diffuseurs qui vont nous dire, même à date, je ne serai pas en vente avant 2 semaines, mais affiche ma date. Donc ça facilite le visuel. On peut, sur les médias sociaux, déjà afficher la date, faire des affiches, whatever. Mais bref, le mot-clé, c'est la flexibilité de part et d'autre. Je pense que c'est ça qui permet de faire ces opérations-là. C'est ce que je voulais communiquer. Merci. Donc, ben, ça résume bien, en fait, tout l'esprit de collaboration dont on a parlé aujourd'hui, au-delà même de la persuasion. Donc, merci à tous les panélistes de votre temps. Merci à vous de vous être déplacés. Puis, bonne bourse. Merci.